La crise financière, eh bien, elle est là. Elle aussi, elle est manifeste. Et pourtant, tout est fait pour la camoufler. On fait comme si on va pouvoir s'en sortir. Certes, la crise économique pourrait, d'une certaine manière, être dépassée. Il pourrait même y avoir un redémarrage, au moins dans certains secteurs. Les économies pourraient aller mieux, mais la crise financière, elle est là, et maintenant c'est une crise financière d'État. Les États, comme les banques, en Europe particulièrement, mais c'est vrai aux États-Unis, se tiennent. C'est à savoir qui va tomber le premier. Et par conséquent, les intérêts sont considérables, mais considérables. Et c'est la raison du silence des autorités, que ce soit les autorités bancaires, que ce soit les autorités publiques. Tout le monde se tait, de temps en temps, il y a quelqu'un qui parle, c'est rarissime. Alors, de temps en temps, il y a Florence Ftalion, il y a tel ou tel autre qui expriment leurs sentiments et qui expliquent cette chose tout à fait simple, c'est qu'en voulant sauver la finance, on s'est davantage perdu. On a rendu le problème à chaque fois plus impossible parce que les sommes ne font qu'augmenter. Alors, ben voilà, le Portugal, aujourd'hui, c'est le Portugal. Je vous fais remarquer que ça fait à peu près un an que je donne des petites conférences vidéo ou que j'écris dans Politique Magazine, et puis que j'écris cela, le Portugal. Eh bien, le Portugal, voilà, on en est là. Il a fallu qu'un gouvernement portugais démissionne. Vous vous rendez compte? Est-ce que nous nous rendons compte? Il a fallu qu'un gouvernement socialiste portugais démissionne, M. Socrates, pour obtenir du FMI et de l'Union européenne une aide qui est maintenant évaluée à 78 milliards et qui sera déjà, on le sait, d'avance insuffisante. 78 milliards. Et donc, avant même les élections législatives qui vont avoir lieu, le Portugal est engagé à prendre des mesures d'austérité et à répondre aux exigences tant de l'Union européenne que du FMI. Mais alors attendez, on est où là? Où est la légitimité populaire? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Ça ne tiendra pas. Il est évident que ça ne tiendra pas. Alors, à côté du Portugal, il y a toujours la Grèce. La Grèce, elle est en faillite, elle est en banqueroute. Bon, on ne veut pas le dire. 110 milliards. Je rappelle que Mme Lagarde, il y a encore 3 mois, écrivait dans le Figaro Saumon, enfin disait dans une conférence qui était reproduite dans le Figaro Saumon, que le prêt fait à la Grèce était un prêt très intéressant parce que d'abord le taux d'intérêt était intéressant pour la France, et évidemment les intérêts seraient payés, mais qu'en plus il y avait le capital, et que le capital constituait un actif extrêmement intéressant pour la France. On nous prend pour qui? Et c'est vraiment la méthode Coué. 110 milliards. Or, tout le monde sait que la Grèce a besoin, avant la fin de cette année, de 340 milliards. Donc les 110 milliards, c'est rien, c'est le tiers de ce qu'il faudrait, et par conséquent, c'est insuffisant. Les Grecs, eux, ils ont compris, ils commencent à cultiver des carottes, des pommes de terre, et avoir des poulaillers dans leur jardin. Ils savent qu'un jour ou l'autre, la banqueroute est là. Elle est évidente. Et on fait comme si ça devait continuer. Il y a l'Irlande. Alors l'Irlande, 95 milliards. Alors l'affaire d'Irlande n'est pas tout à fait la même que la Grèce, bien sûr. Enfin, il s'agit toujours d'une affaire bancaire, en fait, par derrière. Bien sûr que l'État grec a été, grâce à l'Europe, complètement dispendieux et a triché. Mais l'État irlandais, d'une certaine manière, il a triché un peu de la même façon. Il renfloue ses banques. Ce sont les banques. Et l'argent qui est prêté par l'Europe, par le fonds de soutien européen, c'est-à-dire essentiellement par l'Allemagne, la France, etc., et l'Angleterre, etc., ce fonds de soutien n'est fait que pour renflouer les banques. Il faut bien le comprendre. L'État irlandais renfloue les banques. Et pourquoi renfloue-t-il les banques? Eh bien, tout simplement parce que, et c'est la raison pour laquelle les Allemands ont concédé ce renflouement, c'est parce que les dettes sont détenues, les dettes des banques sont détenues par des créanciers. Et les créanciers, c'est essentiellement l'Allemagne,
l'Angleterre, la France, les banques. Et à partir du moment où les fonds ne correspondraient plus à rien, eh bien, il faudrait mettre néant dans les postes qui sont en principe des postes actifs. C'est une quadrature du cercle. Tout le monde tient tout le monde. Si on ne garantit plus les dettes des banques irlandaises, ce sont les banques allemandes qui elles-mêmes se trouvent en défaut. Et c'est la raison pour laquelle Angela Merkel a cédé aux pressions de Sarkozy, déjà en 2010, en mai 2010, au moment où tout le système financier européen a failli s'effondrer. Elle a continué à marcher, mais vous avez remarqué, les Allemands, ils prennent de plus en plus de recul. Nous ne savons pas, nous les Français, à quel point l'Allemagne est en ce moment littéralement révoltée par ce qui se passe dans la zone euro. Et somme toute, ils ont raison. Ce n'est pas pour rien que Axel Weber, qui aurait dû prendre la succession de Jean-Claude Trichet à la Banque centrale européenne, a donné sa démission. Et maintenant, il a retrouvé sa liberté de parole. Et il explique que la zone euro ne tiendra pas. Il a retrouvé sa liberté de parole en tant que banquier allemand, qui a été longtemps le président de la Banque centrale allemande. C'est un événement considérable. Alors, Sarkozy a traité avec Berlusconi la succession d'un Italien à la tête de la BCE, Mario Draghi. Mais attendez, les Allemands, ils n'en veulent pas. Mais Angela Merkel aura beau jouer, ça ne marchera pas. Le jour où les Allemands comprendront qu'ils ont plus à perdre à ce jeu qu'à gagner, eh bien, la zone euro n'existera plus. Nous sommes suspendus à la décision allemande. S'il n'y avait encore que la zone euro, s'il n'y avait encore que l'Angleterre, et encore l'Angleterre, elle a un gouvernement qui a décidé de sauver l'Angleterre. Et en plus de ça, ils ont une monarchie, c'est-à-dire qu'ils ont un symbole vivant de leur continuité anglaise. Nous n'avons même plus ça, nous les pays latins. Nous avons abandonné nos monarchies, ou pratiquement. Et la monarchie espagnole n'est pas assez forte, malheureusement. Alors il y a les États-Unis. Ben, les États-Unis sont dans une situation également tragique. 14 400 milliards de dollars de dette publique, avec un déficit annuel qui s'aggrave. Et donc maintenant, ce qu'on appelle le plafond de la dette, qui en principe est voté par les représentants du peuple, la représentation aux États-Unis est franchie. Et donc il y a un risque que de non-paiement des factures courantes, et en particulier des salaires des fonctionnaires, de l'État. Mais là, il y a un arbitre qui s'appelle Obama. Et je pense que la mort de Ben Laden n'est pas étrangère à ce problème-là. Il fallait que Obama restaure sa légitimité de chef de l'État, obtienne l'adhésion des républicains et puisse remplir son rôle d'arbitre, car le président des États-Unis est un arbitre malgré tout, même si c'est un homme de parti, même s'il s'appelle Obama, et donc essayer de restaurer sur l'idée d'union nationale une légitimité qui fasse que la Chambre des représentants vote ce qu'il demande, c'est-à-dire un dépassement, encore une fois de plus, du plafond de la dette. Mais ça sera, et Obama est prêt à céder là-dessus parce qu'il sait que c'est absolument nécessaire, ça sera au prix de la rigueur, évidemment. Voilà où on en est. Mais la dette américaine également, elle va peser dans les discussions internationales. Et derrière, et par derrière, il y a la guerre des monnaies, hein, le dollar qui ne cesse de fléchir, car les Américains règlent leurs problèmes de dette en émettant du dollar. Les Chinois ne sont pas décidés à se laisser faire par les Américains, comme on le sait. Et quant à la BCE, la Banque centrale européenne, eh bien, elle a décidé d'acheter, elle aussi, des obligations d'État pour sauver l'euro et d'émettre de l'euro en correspondance. Voilà. Et on en est là. Jusqu'où? Je crois que la catastrophe est inéluctable. Il y a le mur de la dette. Ce mur de la dette cumulé, c'est-à-dire l'ensemble des dettes cumulées pour la zone euro. 3 600 milliards d'ici fin 2012 à refinancer, ce n'est pas finançable. On ne trouvera pas sur les marchés. C'est impossible. Donc il faudra trouver une solution. Laquelle? Je doute que les banquiers et que les hommes politiques soient en état à l'heure actuelle d'en trouver une.
Mais faisons confiance aux nations et aux États, si elles retrouvent leur vigueur, d'en trouver. Il faudra de toute façon le faire. Les Allemands sont bien décidés à le faire, et l'Angleterre également. Mais l'Angleterre a sa monnaie. Mais la France va entrer dans la crise institutionnelle du quinquennat en même temps qu'elle va subir de plein fouet la crise financière. 1 600 milliards d'euros de dette publique, sans compter les autres innombrables dettes de tous les établissements parapublics et de toutes les banques, de tous les grands établissements d'État, la SNCF et que sais-je, et Areva. C'est impossible mathématiquement.